Ils n'auront plus cette chance-là d'avoir accès au bureau, au domicile d'un chef d'État. Même celui-là qu'on a utilisé pour l'écarter en tirant sur lui, sait qu'il n'aura plus jamais de sa vie la chance qu'il a eue avec le président Dadis. Mais jamais de la vie. Je sais que seul il y pense. Je sais que seul il le regrette. Il n'aura plus jamais ce privilège qu'il avait, en tout cas pas dans ce pays. Voilà. Un homme qui, en un temps record, en 11 mois, 20 jours, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si nous considérons que la prise du pouvoir, le 23 décembre, jusqu'au 3 décembre, avec la tentative de coup d'État, coup d'État bien sûr, de tentative d'assassinat contre lui, si on prend cette période, on va dire 11 mois, 20 jours. Mais si on prend jusqu'au 15, puisqu'il était encore là, même s'il était en convalescence à l'étranger, on va prendre 1 an, 23 jours. Cet homme-là, dans ce temps record, a permis à des partis politiques en Guinée de se mouvoir, a permis à des politiciens de Guinée d'avoir la meilleure fréquentation qu'ils n'avaient jamais eue, a permis à des journalistes d'avoir la meilleure fréquentation. Cet homme qui était disponible pour tout, a été forcé et mis à la porte. Parce qu'il s'est attaqué à plus fort que lui. Parce qu'il s'est attaqué aux narcotrafiquants. Parce qu'il s'est attaqué à la corruption. Parce qu'il s'est attaqué aux prédateurs de l'économie. Parce qu'il s'est attaqué aux Occidentaux. Parce qu'il s'est attaqué aux colons. Parce qu'il s'est attaqué à ceux qui voudraient continuer de se nourrir de la Guinée alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Pourtant, Monsieur le Président, il l'a fait pour le peuple de Guinée. Pourtant, il l'a fait pour les populations guinéennes. Pourtant, il l'a fait pour la Guinée. Pourtant, il l'a fait pour le bien de nous tous ici. Il ne l'a pas fait pour lui. On lui a tendu 22 millions de dollars. Vous connaissez tous sa réaction. Tous les Guinéens sont informés. C'est le seul ancien chef d'État. Il y a un seul chef d'État au monde qui soit plus pauvre que lui. C'est bien l'ancien président uruguayen qui vit presque dans une case. Cet homme, je le connais et je connais ses souffrances. Cet homme, je le connais et je connais ses souffrances. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voilà les véritables sacrifices faits par le président. Ce jour-là, le jour de la passation, de la supposée passation de pouvoir, ce jour-là, il était attendu par tout le peuple de Guinée. Ce jour-là, le pays était tenu par le commandant Moussa Thiebro Camara. Le pays était tenu par le commandant, je crois à l'époque, Claude Pivy. L'aéroport était tenu. Tout le monde savait qu'on ne pouvait pas humilier un chef d'État dans ce sens-là. Mais c'est lui qui, pour la paix, pour la quiétude dans la cité, pour éviter une guerre civile à la Guinée, comme on a connu en Côte d'Ivoire, comme on a connu en Sierra Leone, comme on a connu au Libéria, c'est lui qui a dit
Laissez-les retourner en Guinée. Laissez-les rentrer. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de signer son arrêt et qu'il resterait prisonnier toutes ces années. Jusque maintenant, là, il continue d'être prisonnier. Et il ne savait pas, à ce moment-là, qu'il resterait entre les mains de ses ennemis. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, qu'il ne dormirait plus jamais tranquille. Mais le président Dadis l'a fait pour ce pays, a donc évité à ce pays une guerre civile. Le président Dadis, c'est un homme qu'il fallait vaille que vaille, advienne que pourra, écarter du pouvoir par tous les moyens, y compris son empoisonnement, y compris son élimination physique. Le 3 décembre n'était qu'un coup qui avait réussi. Mais lorsque l'avion du président Kadhafi, qui tenait tant à lui, a passé plusieurs jours à l'aéroport pour qu'il parte, on a compris qu'en allant voir Kadhafi, celui-là lui donnerait peut-être de l'argent. Celui-là, comme il a assisté bon nombre de gouvernements en Guinée, notamment le gouvernement de Lansana Kouyaté, on savait qu'il partait chez un homme qui est foncièrement panafricain. Cet homme avait vu en lui un autre panafricaniste, un autre Thomas Sankara, un véritable homme de l'Afrique. On a eu peur. On a dit, si vous laissez le gars là partir, ce n'est pas bien. S'il revient, c'est terminé. Voilà pourquoi on avait saboté l'avion. Parce qu'on voudrait d'abord qu'il parte seul, pour qu'une fois là, il ne revienne plus. Ayant compris le manège, il a dit, on part tous ensemble. On devrait donc monter un coup pour dire, si vous y allez, Arédor, Saint-Alphonse Touré, vont vous abattre. Arédor, le coup était bien monté, parce que Arédor était l'homme de confiance de celui en qui il avait le plus confiance, le général Sekouba Konaté. Mais Saint-Alphonse Touré, l'actuel commandant du Bata, était le petit sûr du colonel Claude Pivy. Et on savait ce qu'était le colonel Claude Pivy pour lui. Il fallait donc couper l'herbe sous ses pieds, l'isoler et le fragiliser. On a donc dit, ces gens-là voulaient vous abattre, on va les arrêter. Arédor, c'était le patron du régiment. Je parlerai du régiment. Son adjoint, c'était Saint-Alphonse. Il fallait donc qu'on les arrête. On les a arrêtés. Parce qu'on a voulu affaiblir le président Dadis. On a voulu le fragiliser. Il a dit quelque chose dans cette salle d'intéressant. Il avait parlé de force d'opposition. La présence des hommes du colonel Thiebro et des hommes du colonel Pivy dissuadait tout le monde
qu'il ne suffit pas de tuer un chef d'État. Il faut prendre le pouvoir. Mais lorsque vous saviez même qu'en le tuant, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir, vous ne le ferez pas. Voilà comment Aridor et l'autre ont été arrêtés. Et voilà comment M. Aboubakar Diakité est devenu commandant du régiment, dans les faits, puisque cela a été demandé par le général Sekouba. Mais je reviendrai à cela et je vous donnerai plusieurs nominations de plusieurs chefs d'État faits dans le monde entier sans un acte écrit. Et d'ailleurs, le commandant a même résumé ici, lorsqu'il vous a dit, mais le président Dadis lui-même, c'est un décret. Ne vous laissez pas désorienter. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas embobiner. Soyez vigilants. Parce que l'homme que vous jugez, je suis en train de vous présenter sa vraie personnalité. Il ne mérite pas d'être ici. Il ne mérite pas cette place. Sa place n'est pas dans ce temple de Thémis. Sa place n'est pas à la maison centrale. Mais ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il m'a dit, alors que tout le monde demandait de mise en liberté, il m'a dit non, maître, je ne veux pas de demande de mise en liberté provisoire. Bon, la liberté n'est d'ailleurs pas provisoire. Je ne veux pas de demande de mise en liberté. Laissez-moi jusqu'à la fin. Qu'est-ce que les gens vont me passer? Si, par extraordinaire, cette liberté-là m'était accordée. Mais ils diront que le président Dadis a un traitement de faveur par rapport aux autres. C'est pour ça que nous ne l'avons jamais fait. Même quand il a été malade à des moments donnés, même quand il a été brûlé aux pieds, nous n'avons jamais demandé qu'il soit hospitalisé quelque part. Parce que ça n'a jamais été son vœu. Son vœu a été de rester à la disposition de cette justice qu'il a aussi contribué à forger en sa façon et de la meilleure des manières. C'est pour ça que quand un représentant du ministère public l'avait traité de dictateur, votre réaction, Monsieur le Président, n'avait pas tardé. Ça a été automatique. Et vous êtes d'ailleurs allé jusqu'à dire, en vous adressant directement à lui, au président Dadis, que le temps que vous aviez passé, vous n'aviez causé aucun tort à des magistrats. Cela a été dit dans cette salle ici. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, je me tiens donc devant vous encore pour parler cette fois d'un témoin, pour défendre l'honneur d'un témoin. Un témoin qui a changé de statut pénal pour des raisons politiques. Je vais vous les donner tout de suite. Oui, le président Moussa Dadis Camara a été témoin dans cette affaire et devrait l'être, devrait le rester, devrait le demeurer. Sur commission rogatoire du pôle des juges d'instruction, agissant en application d'une loi sur l'entraide judiciaire entre les pays de la CEDEAO, le pôle des juges d'instruction avait décidé de ce que le président Dadis soit auditionné au Burkina. Le 28, on était dans les démarches. Le 28 février 2015, la doyenne des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Madame Bassolé, Irène Kaboré,
que je salue au passage, qui est aujourd'hui à la Cour suprême, l'a entendu en tant que témoin. Ce qui est surprenant, c'est qu'au même moment, alors que le général Sekouba était en Éthiopie et devrait aussi être entendu, la procédure concernant le président Dadis a été accélérée. Mais je rappelle, et c'est important de le dire, que c'est le président Dadis lui-même qui a demandé à être entendu. C'est lui qui, dans son exil, faisant confiance à son pays, faisant confiance à la justice de son pays, avait décidé d'être entendu. Nous parlons avec des preuves. Voilà le courrier, un courrier daté du 10 septembre 2013, signé par moi-même, agissant en son nom et pour son compte, avec le doyen Boubacar Sow. Voici le contenu, Monsieur le Président, pour que vous compreniez que cet homme-là n'est pas celui-là qu'on veut vous faire présenter. Cet homme-là, quand on va lui parler de lui, vous comprendrez d'où il tire son inspiration quant au respect qu'il a pour la justice de son pays. Et d'ailleurs, je profite pour le dire directement. Le président Dadis a eu un papa, Mamadi Koulé Kamara, un paysan, pas riche en argent, mais riche en vertu. Il a été le planton d'un juge de paix, Feu McCarthy, le confrère Feu McCarthy, qui était le collaborateur de Maître Youssouf Kamara. À l'époque, il était juge. Son papa était le planton de ce dernier. Puisqu'il vivait entre Zérékoré et son champ où il partait, il passait la nuit tous les week-ends, il a vu que ce papa-là, les gens le considéraient comme un juge. Parce que quand vous êtes avec le juge, ceux qui tournent autour viennent toujours vous voir pour que vous alliez vers eux. Mais ce qui l'a marqué, c'est que son père n'avait jamais accepté de prendre de l'argent avec quelqu'un. Ce qui l'a marqué, c'est que son père donnait tout sans attendre de retour. Ce qui l'a marqué, c'est que son père pouvait accepter qu'ils aient faim alors qu'il pouvait nourrir ceux autour de lui qui ne connaissent même pas. Ce qui l'a marqué, c'est que même dans cette pauvreté, son père s'est battu pour qu'il soit heureux. C'est pour ça que l'on vous dit que le président Dadis est généreux. Il ne peut pas l'arrêter. Donnez-lui 10 000, 10 millions, alors qu'il n'a rien. Et faites passer quelqu'un qui a besoin de 10 millions, il lui donne. Et lui, il souffre. Tout le monde le connaît pour cela. Il est connu pour cela. C'est justement de là qu'il a commencé à aimer la justice. C'est de là qu'il a commencé à aimer les gens de robe. C'est pour ça, quand il a été président, il a cherché à rencontrer tous les gens de robe. Voilà d'où il tire. Et cela ne peut pas changer. Cela est indélébile. Rien, mais rien, aucune situation, fût-elle des conditions aussi dégradantes, aussi inhumaines, aussi cruelles, dans lesquelles il se trouvera,
ne fera changer cela. C'est indélébile. C'est exactement comme quand vous partez voter et vous mettez votre doigt dans l'encre, indélébile. Vous saviez que pendant des heures, cette encre-là ne quittera pas. Cela n'est pas que cimenté dans l'esprit du président Dadis. C'est bétonné. Et avec du béton fort, avec du ciment fort. Donc rien, mais je dis bien rien, mettez-lui dans toutes les conditions exécrables. Il respectera la justice de son pays. Parce qu'il vit de cela, parce qu'il se nourrit de cela, parce que c'est ça sa vie. Parce qu'il sait, pas uniquement que personne n'est au-dessus de la loi, il sait surtout que tout le monde doit obéissance à la justice. Voilà donc pourquoi il avait décidé d'écrire pour être entendu en ces termes. Nous, avocats sous-signés et conseils habituels de M. Moussa Dadis Camara, avons l'honneur de vous informer que notre client demeurant actuellement à Ouagadougou, Burkina Faso, souhaiterait être entendu par vous sur les événements du 28 septembre 2009. Quel chef d'État a été modèle que lui dans ce pays par rapport à cela? Je vais arriver devant, puisque je parlerai du républicain, je parlerai du patriote. Je défendrai l'honneur de ce prisonnier politique qu'on est en train de garder, qui a été gardé, qui continue d'être gardé pour des raisons que je vais évoquer ici. Voilà un homme d'honneur. Le déshonneur, ce n'est donc pas avec le président Dadis. Il considère, en effet, que dire ce qu'il sait des événements, de ces événements malheureux, est un devoir personnel envers le peuple de Guinée et constitue un attachement à la justice de son pays. À notre humble avis, les modalités de son audition relèvent de la procédure définie par les articles 105 alinéa 2 et 114 du Code de procédure pénale. En conséquence, nous vous serions très obligés de bien vouloir prendre acte de la volonté de notre client et de mettre en place les dispositions nécessaires en vue de son audition et de nous en tenir informés. Nous vous informons enfin que nous adressons copie de cette lettre à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry et à Monsieur le président de la chambre d'accusation de la même Cour pour leur bonne information. Tous ces actes-là sont dans le dossier, Monsieur le Président. Tout est dans le dossier. Mais je ne sais pas si le parquet les a lus. Je ne sais pas si les avocats des parties civiles ont lu ces actes. Parce que si on les avait vraiment lus, on n'aurait jamais pensé que c'était un homme de déshonneur. Si on avait vraiment lu ces actes-là, les attitudes auraient changé à son égard. Et j'espère de tout cœur qu'après mon passage, les regards, les attitudes, les gestes vis-à-vis de ce grand homme devraient changer. C'est justement après ce courrier que j'ai reçu un autre courrier du pôle d'instruction m'indiquant, Ahmed Jean-Baptiste Jokame Abba, avocat, nous avons l'honneur de vous informer que dans le cadre de l'exécution de notre commission rogatoire en date du 4 février, concernant Moussa Dadis Camara dont vous êtes le conseil, nous nous transporterons le lundi 6 juillet au Burkina avec l'accord des autorités judiciaires de ce pays. Ce courrier n'a pas été respecté parce que le transport judiciaire, ce n'était pas pour qu'il soit entendu comme témoin, c'était lorsqu'il a été inculpé. Mais j'y reviendrai là-dessus, puisque je parlerai de l'honneur de l'homme inculpé. Alors, il a donc été entendu le 28 février 2015. Mais ce qui est, et j'étais là, à côté,
toujours à ses côtés, à Ouagadougou, au tribunal de grande instance, au bureau de la doyenne des juges d'instruction. Et ce qui est surprenant, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, c'est que les mêmes questions formulées ici, dans la commission rogatoire, ont pratiquement été les mêmes qui ont été dans l'acte d'inculpation. Au point que la juge Bassolé m'a appelé un jour pour me dire « Mais maître, je ne comprends pas. Mais si on voulait bien inculper le président Dadis, mais il fallait tout simplement le faire. Mais pourquoi il fallait d'abord l'entendre comme témoin? Alors, il a donc été entendu comme témoin. C'est donc l'honneur de cet homme-là qui devrait rester témoin, mais qui ne l'a pas été pour des raisons politiques, qu'il a été inculpé. Mais Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, dans mon élan, je me tiens toujours devant vous, cette fois cet après-midi, pour défendre l'honneur d'un inculpé. L'honneur d'un inculpé pour des raisons autres que judiciaires. Oui, le président Dadis a été inculpé sans l'existence d'aucun indice grave et concordant de nature à justifier son inculpation. Aucun indice grave et concordant rendant vraisemblable sa participation, directe ou indirecte, en tant qu'auteur ou co-auteur ou complice à la commission des faits pour lesquels il est renvoyé devant vous. C'était d'ailleurs un témoin, je viens de vous le dire avec les documents à l'appui, qui a été inculpé uniquement pour des raisons politiques. La première raison, c'était quoi? C'était que parce que le président Dadis avait accepté d'être président d'un parti politique qu'on appelait le FPDD. Il a été inculpé le 28 février 2015. 2015, c'est l'année électorale en Guinée pour le deuxième mandat du président Alpha Condé. Il est désigné pendant qu'il est à Ouagadougou par un parti politique président. Il accepte d'être le président de ce parti. L'autre, parce qu'il a tout simplement reçu le président de l'UFDG, M. Cellou Diallo. Alors même qu'il recevait tous les Guinéens, tous les officiels qui partaient lui rendre visite à Ouagadougou. Il recevait le garde des Sceaux, Christian Sow. Il recevait des magistrats quand il partait pour des séminaires à Ouagadougou. Mais il recevait tout le monde, le président de l'Assemblée. Il recevait le Premier ministre. Il recevait tous les ministres. Mais parce que tout simplement, il avait décidé de recevoir Cellou Diallo. Le président Alpha a dit, alors, ils veulent me menacer. Nous connaissons qui il est en politique. Donc, il fallait l'empêcher. Il fallait l'empêcher. Il fallait donc l'empêcher d'être candidat. C'est pour ça qu'il a décidé de demander au juge d'aller l'inculper. Et ça, je pèse mes mots. Je le dis plus haut ici. Je le dirai plus haut qu'ailleurs qu'ici. Que le président Dadis n'a pas été inculpé pour avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Tout le monde le sait. Mais il a été inculpé pour des raisons politiques parce que
le président Alpha ne voulait pas l'ayant transformé en fonds électoral, ce qui continue aujourd'hui, et j'en parlerai. Il n'a pas voulu qu'il vienne. Il reste populaire, hein, qu'on le veuille ou pas. Une bonne partie des Guinéens se reconnaissent au président Dadis. Et quand je dis une bonne partie, mais une véritable bonne partie, hein, mais une grande partie, se reconnaissent en lui, l'Adoub. Il est l'idole de générations connues. Voilà les deux raisons pour lesquelles il a été inculpé. Vous comprendrez en réalité pourquoi le parquet, le ministère public, les partis civils ont des difficultés de démontrer les bien fondés de telles ou telles infractions à son égard. Heureusement qu'on reviendra sur ces infractions-là. Voyez-vous donc, est-ce que, parce qu'on reçoit un leader politique, adversaire politique d'un chef d'État, est-ce que, parce qu'on est désigné président d'un parti politique et qu'on sait que l'on devrait venir, qu'il y a ça? C'est pour ça que le 26 août 2015, quand on a été bloqué, rappelez-vous que le 26, ça devait être un jeudi ou un vendredi. Et que le dernier jour, pour lui, pour faire acte de candidature, c'était le lundi qui suivait. À partir du moment où on ne pouvait pas venir, il ne pouvait plus faire acte de candidature. Le président Alpha l'avait donc éliminé. Et j'en ai parlé dans les médias. J'ai même fait la une sur TV5 Monde. Les archives sont là. Entre le 26 août et le 1er septembre. Ben, allez, vous verrez. Il a donc été empêché, inculpé pour ça. Pourtant, il a été entendu comme témoin. Fin février, le dernier jour d'ailleurs, ce février-là, c'était un 28 jours. Donc, mars, témoin. Mai, avril, témoin. Mais parce qu'un parti politique dit, vous êtes président du parti politique et vous allez être notre candidat. Parce qu'on sait que s'il est candidat, ça remet toutes les cartes à zéro. On dit on va l'inculper et on va se servir de cette inculpation qui n'est pas une condamnation, qui ne salit pas son casier judiciaire, qui ne lui a pas empêché d'aller et de venir. En tout cas, les juges n'ont pas décidé d'une mesure comment on appelle cela, coercitive contre lui. On a dit, on va l'inculper. Et ce qui est mauvais, ce qui fait mal, c'est que des ONG comme la FIDH et l'OGDH, qui sont des appendicites de la FIDH et de certains partis politiques, rassurez-vous que je vais démonter du premier mot au dernier mot ce rapport de la commission d'enquête internationale. Nous avons apporté des études pendant 21 jours, des sociologues, des historiens, des médecins. Je vous présenterai ce rapport-là et vous comprendrez que ce document n'en est pas un. Ce document n'en est pas un. Parce que tout ce qu'il y a là-dedans, ce sont des éléments qui ont été fournis par la FIDH. C'est-à-dire, on est parti et juge en même temps. Mais la FIDH se mêle de quoi? Regardez, Monsieur le Président, à ce moment, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, voici ce que le président a dit. Et à l'époque, c'était le président Tchernosso. Joli. Le retour de Dadis Camara dans le jeu politique.
est une insulte face aux victimes du massacre du stade du 28 septembre 2009 et au peuple guinéen dans son ensemble. C'est devant la justice guinéenne qu'il devrait se présenter et non à l'élection présidentielle. Lorsqu'il était au pouvoir, Dadis Camara a violé chacun des 10 engagements pour les droits humains, et je vais les lire tout à l'heure pour vous. Et une élection présidentielle apaisée. Que nos organisations demandent aujourd'hui aux candidats d'endosser pour faire de la présidentielle de 2015 un moment de démocratie sans violence. Rappelez-vous la lettre des juges quand on a demandé que le président entre. On m'a dit que sa venue ne devrait pas être mise à profit pour troubler l'ordre public. Voilà une ONG appendicite de parti politique qui dit qu'une personne qui a tout le bénéfice de ses droits civiques, de ses droits civils, ne peut pas être candidat. Alors que c'est un Guinéen comme tous les autres Guinéens. C'est un Guinéen comme vous, comme moi, comme celui qui tient ce discours. Rappelez-vous, ce que Avipa a dit. Moussa Dadis Camara a déjà été entendu depuis le Burkina en qualité de témoin et il est aujourd'hui sous le coup d'une demande d'inculpation émanant de la justice guinéenne. Dans ce contexte, il est tout simplement impensable qu'il songe à revenir sur la scène politique guinéenne. Dans ce contexte, ce que nous attendons désormais, c'est qu'il soit formellement mis en cause par la justice et qu'il réponde de ses actes devant un jury populaire aux côtés de 13 autres personnes déjà mises en cause dans l'affaire du 28 septembre 2009, a déclaré Asmaou Diallo, la businesswoman dans cette affaire. Alors, un président demande de rentrer, on fait la sourde oreille parce qu'on va avec des politiciens et on l'empêche, on demande à des juges d'aller l'inculper. On fait pression pour l'empêcher de rentrer. Mais au moment où il demande de rentrer, on dit inculpons-le. Est-ce que ce n'est pas exact que le président Dadis n'a jamais été inculpé parce qu'il existait contre lui des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission en tant qu'auteur, co-auteur ou complice des faits aujourd'hui pour lesquels il est poursuivi. Comment comprendre cette médiatisation à outrance d'un Guinéen qui décide de rentrer dans son pays et qui prend le soin d'informer toutes les autorités de son pays, mais à qui on lance toutes ces choses-là? Entre le président Dadis, qui veut venir, qui veut se mettre à la disposition de la justice, et la justice qui le refuse de venir, et les autorités politiques qui refusent qu'il rentre, et les ONG qui crient dans tous les médias qu'il ne peut pas rentrer, entre eux et Dadis, qui doit-on faire, à qui on doit faire des reproches par subjection? C'est une figure de style d'ailleurs. Je réponds que ce sont ces ONG-là qui doivent encore apprendre. Ce sont ces politiciens-là qui doivent encore apprendre. Ce sont ces juges qui ont succombé
aux pressions des politiques qui devraient encore apprendre. Et le comble, Monsieur le Président, pendant ce temps-là, des gens qui ne sont pas du tout de la FIDH et autres ont fait un document qu'ils dénomment les 10 engagements pour les droits humains et une élection présidentielle apaisée en Guinée en mai 2015, au moment où seulement le président Dadis décide de rentrer. Et pour encore vous parler de la grandeur de l'homme, à l'époque, la FIDH avait tellement dit des contre-vérités sur l'homme que j'avais décidé, avec ses appendicites d'ONG en Guinée, comme l'OGDH, j'avais décidé de déposer une plainte. Là encore, il m'en a empêché. Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, que c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison, parce que si on avait conduit toutes ces plaintes-là, aujourd'hui, on n'aurait pas en réalité compris ce qu'est le grand homme que vous êtes. Voici les 10 commandements que l'on fait juste parce que un Guinéen demande de rentrer en Guinée. Engagement numéro 1. Promouvoir et protéger à tout moment les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que les libertés fondamentales garanties par la Constitution et les instruments internationaux auxquels la Guinée est partie, et particulièrement les droits des femmes. Comme si le président Dadis n'avait ni droit civil, ni droit politique, ni droit économique, ni droits sociaux, ni droits culturels, comme si les libertés fondamentales garanties par la Constitution ne l'intéressaient pas en tant que citoyen. Engagement numéro 2. Promouvoir un esprit républicain, la paix, le dialogue, le respect des institutions, d'une société civile adverse et des médias indépendants pour l'avènement d'une démocratie apaisée mais vivante. Le président Dadis est un républicain, et je vais en parler tout à l'heure. Le président Dadis est un homme de paix. Le président Dadis est un homme de dialogue. Tibou Camara, monsieur le ministre Tibou Camara vous l'a dit, que c'était le seul qui ne voulait jamais prendre seul une décision. Il réunissait tout le monde à table. Il demandait l'avis de chacun. Il est même allé jusqu'à vous dire, ici, que parfois il voulait que sa décision reflète la synthèse de tout ce qui a été dit. Mais nous parlons d'un militaire. Hein? On est en train de parler d'un militaire qui agit comme cela. Voilà donc un démocrate à qui on veut dénier, à tort et injustement, la qualité de démocrate, simplement parce que c'est un militaire. Être démocrate, ce ne sont pas des documents, c'est dans l'âme. Être ami des journalistes, rester disponible pour les journalistes, rester transparent, communiquer, informer, c'est cela la vraie démocratie. Et dans ce sens-là, je pense que personne, mais personne, même pas la FIDH, ne peut donner des leçons de morale au président Dadis. L'OGDH ne peut donner des leçons de morale au président Dadis. Ces partis politiques ne peuvent donner aucune leçon de morale au président Dadis dans ce sens-là. Engagement numéro 3. Garantir un esprit garantir une expression politique et publique apaisée qui écarte tout appel à la violence, à la haine ou à la discrimination pour des raisons ethniques, politiques, raciales ou de genre. Quand je vais commencer à vous parler de l'abstention délictueuse, qui est la seule véritable infraction, qui est d'ailleurs une infraction d'omission, reprochée au président Dadis, en dehors de ceux qui est complice des autres, je vous dirai exactement, en les catégorisant domaine par domaine,
ce que le président Dadis a fait pour que vous compreniez qu'il ne peut discriminer quelqu'un, pour que vous compreniez que l'expression politique et publique était plus vivante en son temps qu'à n'importe quel moment. Et ce sont les leaders politiques qui vous le diront. Mais ce sont les journalistes qui vous le diront. Engagement numéro 4. Reconnaître les résultats de l'élection présidentielle conformément au guide de conduite prévu par la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance que la Guinée a ratifié le 17 juillet 2011 et à ne pas appeler, soutenir ou participer à toute forme de changement anticonstitutionnel. Il vient pour participer au jeu démocratique. Mais si on n'a pas confiance, parce qu'on estime qu'il a pris le pouvoir dans la rue, le président Ouad l'avait dit, et sans effusion de sang, c'est important de le noter, pendant qu'aucune institution de la République n'était dans la légalité, l'Assemblée était illégale pendant plusieurs années. Il vient au pouvoir parce que ses compagnons lui font confiance. Parce que le général Lansana Conté lui-même l'avait déjà préparé à cela. Parce que l'armée lui a porté son choix sur lui. On dit, oui, il est militaire. Ça, c'est un push. D'accord. Mais qu'il veuille venir participer au jeu démocratique, on pense qu'il ne peut pas. Mais pourquoi on ne le laisse pas? Pourquoi on n'a pas laissé le président Dadis candidat à l'élection présidentielle et on aurait compris s'il était aussi détesté qu'on le pense? Si ce déshonneur dont on parle à son encontre était vraiment d'actualité. Engagement numéro 5. Garantir les libertés d'expression et d'action des journalistes et de la société civile, en particulier l'indépendance et l'intégrité des journalistes, des organes de presse, des militants de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme et de leurs activités. Je mets quiconque au défi. Ici, je mets l'ensemble des acteurs de ce procès au défi d'indiquer une seule fois qu'un journaliste a eu des problèmes au temps du président Dadis et emprisonné. Mais pourtant, on les connaît tous les jours. Je mets quiconque au défi. Mais bon Dieu, pourquoi on veut faire passer cet homme, ce symbole-là, qui, s'il avait été compris, aurait mis le pays là sous les rails? Pourquoi on veut lui faire passer pour le monstre qui ne l'est pas? Il était l'ami de tous les journalistes. Voilà d'ailleurs pourquoi sa propension à vouloir toujours parler aux journalistes. Et c'est ce qu'on n'a même pas compris en lui attribuant des discours tenus par des journalistes, alors qu'il était déjà habitué à eux. On reproche aux chefs d'État d'Afrique, de nos pays, de ne pas informer la population, de ne pas informer le peuple. Mais un chef d'État accepte de communiquer sur la gestion d'une affaire au cas par cas, en fonction des informations qu'on lui donne par les personnes à qui il a délégué une partie de ses pouvoirs, ses ministres, les autres travailleurs, et on lui reproche d'avoir communiqué avec les médias. Mais s'il s'était tu, et je lui demanderai s'il devrait refaire, qu'il le referait exactement comme il a fait. S'il s'était tu, qu'est-ce qu'on aurait dit? Il a caché tout. Et heureusement, on est en train de parler de dissimulation. On en parlera. On en parlera. Ça veut dire que s'il n'avait pas communiqué dans les médias, ça aurait été autre chose. Mais pourquoi? Ou bien parce que c'est le président Dadis. Que l'on veut que même ce qui est bien, on veut faire comprendre que c'est mauvais quand ça vient de lui. Pourquoi voulez-vous vaille trouver des poux sur une crâne rasée? Le crâne du président Dadis dans cette affaire est rasé. Vous n'y trouverez aucun poux. Mais aucun poux. Parce que des poux, vous n'en trouverez pas parce qu'il n'y en a pas.
vous ramasserez des témoins dehors, sur Facebook. Pendant que nous sommes en procès, vous écrirez aux gens pour chercher des preuves de manière déloyale. Je reviendrai sur cela et je démontrerai la véritable déloyauté pour que chacun comprenne que quand on est dans un procès, l'égalité des armes interdit qu'une partie écrive à des organismes pour avoir à son niveau des éléments. On a écrit aux gens de Kalea, on a écrit aux gens de la Banque centrale. Mais le crime n'étant pas parfait, on a plutôt trouvé des documents qui anéantissent le parquet lui-même. Et je vais revenir sur ces documents-là, en ce qui concerne Gono Sangaré, dont on a tout le temps parlé. En ce qui concerne Bienvenue Lama, le document qu'on a écrit au directeur de Kalea, qui existe d'ailleurs en 2 copies. Mais le parquet n'engage aucune poursuite pour faux. Mais on continue de garder ces documents-là dans un dossier de procédure. C'est pour ça, Monsieur le Président, que j'ai commencé par vous rappeler votre serment. Et je l'ai fait sciemment. D'aucuns me reprocheront peut-être d'avoir fait plus tôt. On aurait dit on le fait à la fin. Mais j'ai fait exprès. J'ai ma propre méthode. C'est pour ça que je veux rappeler le sens, la portée liée au port de cette robe que vous portez. C'est pour ça que je vous donne la signification de chaque élément de cette robe. De la pitose, du rabat, des vermines, des différentes couleurs. Et je vous dirai à la fin pourquoi vous ne portez pas les mêmes robes. Vous 3. Et pourquoi cette distinction? Je vous le dirai à la fin. Alors, qu'on arrête de considérer un homme qui a fait de la liberté d'expression une habitude dans son pays. Un homme qui a permis à des journalistes d'exercer correctement, librement. Un homme qui recevait des journalistes à domicile, à n'importe quelle heure. Quelqu'un qui n'aime pas des journalistes. Quelqu'un qui doit respecter cela. Et on pense que, oui, lui ne peut pas être candidat parce que s'il est candidat, ceci, il ne peut pas respecter. Des ONG dont d'ailleurs la Constitution a été vigoureusement contestée à cette barre ici. Je ne reviendrai pas là-dessus puisque la défense de Dadis l'a déjà démontré avec brio, avec brillance, avec tous les éléments qu'il faut et de manière imparable. Lutter contre toute impunité, notamment, ça c'est l'engagement 6. Engager et mener des procédures judiciaires contre tout auteur de violations des droits humains et de crimes particulièrement dans le cadre de manifestations ou de violences à caractère politique. Vous voyez des ONG qui deviennent des politiciens. C'est normal parce que ce sont des appendicites des partis politiques. Quand vous voyez un tel contenu, vous voyez que c'est écrit par des partis politiques. Et là encore, le président Dadis était l'ami de tous les politiciens. Collectivement et individuellement. Le président Dadis a permis pendant sa gestion, vérifié au MATAP, à agréer à travers le ministère des Affaires politiques, plus de partis politiques que des présidences démocratiquement élues. Mais là encore, c'est un militaire, hein, on ne veut pas lui reconnaître cela. Parce que c'est le président Dadis. Parce qu'il fallait trouver des moyens pour construire un tel bâtiment. Parce que sans lui, dans ce procès, ce bâtiment n'aurait jamais été construit. C'est pour ça qu'un confrère vous a parlé ici que l'égalité devant la loi, c'est une chimère. Tous les citoyens ne sont pas égaux. Qu'on le veuille ou pas, tous les citoyens ne sont pas égaux. On ne traitera pas des poursuites contre un magistrat, contre un avocat de la même manière qu'on le ferait pour un citoyen lambda. Alors, est-ce que nous sommes plus, parce que je suis avocat, est-ce que je suis plus citoyen que les citoyens guinéens? Parce que vous êtes magistrat, est-ce que vous êtes plus citoyen que les citoyens guinéens?
On ne traitera pas, on ne poursuivra pas un ministre en exercice de ses fonctions comme on le ferait pour quelqu'un qui se promène. Est-ce que le ministre est plus citoyen que le citoyen lambda? On ne trouverait pas des actions contre un chef d'État parce qu'on le veut. Pour aujourd'hui même poursuivre un général, il faut l'autorisation du chef de l'État. Pour poursuivre un notaire, il faut l'autorisation du président de la Chambre des notaires. Pour poursuivre un huissier de justice, il y a des conditions. Vous pensez que nous sommes plus citoyens que les autres? Non. Et ce ne sont même pas des privilèges pour nous. Ce sont plutôt des choses qui devraient nous amener à être plus regardants et à faire attention. C'est pour ça que je dis à tous les magistrats, je dis à tous les avocats, quand vous sortez, ce n'est pas parce que sur votre carte professionnelle c'est noté, les autorités militaires et civiles sont priées de le laisser circuler librement, que vous n'allez pas acheter vos vignettes, que vous n'allez pas être en règle, que vous n'allez pas avoir la carte grise, que vous n'allez pas avoir le permis. Nous devons être des modèles. J'ai justement commencé par le sermon, par les symboles liés à nos robes, pour vous inviter à peser cela. Alors, vous pensez que ce bâtiment serait là? Vous pensez que la maison centrale serait aussi gardée comme ça si le président Dadis n'était pas là-bas? On a fait combien d'années en Guinée ici? Combien de ministres y sont passés? Combien de généraux y sont? Combien? Vous pensez que ce serait possible? Tant qu'il est dans ce procès, ça change tout. Alors la communauté internationale devait cela. Avipa devait cela. La Ligue, la FIDH devait cela. C'est parce qu'il est ici que même nous autres, nous avons commencé à bénéficier de certaines primes qu'on ne paye d'ailleurs pas depuis longtemps. C'est parce qu'il est dans ce procès que exceptionnellement, même vous magistrats qui jugez, vous êtes dans des hôtels. Si le président Dadis n'était pas dans ce procès se serait tenu ou à la cour d'appel, ou à Dixine, ou à Ratoma. Alors pourquoi pourquoi on veut faire comprendre que lui, en tant que chef d'État, il doit être traité de la même façon? J'ai entendu ça ici. Mais je reviens tout à l'heure. Je vais donner des exemples. Je viens d'un pays limitrophe. Je ne dis pas, je suis à la télé, où je suis allé rencontrer un ancien chef d'État. Et je sais ses conditions. Et j'y retourne le 24. Je sais ses conditions. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il vit. Encore une fois, ce n'est pas la personne de Dadis qui doit compter. C'est ce que le président Dadis a incarné dans ce pays. Il a signé des décrets. Il a signé des brevets. Il a nommé des magistrats. Il a nommé des ministres. Il a mis en lumière des Guinéens. Respectons-le. Il est accusé, il le reconnaît. Mais sa situation d'accusé ne permet pas qu'on lui ôte le privilège qui est déjà pour lui un droit acquis. Et ça, nous ne serons pas d'accord. Et je crois que tout Guinéen épris de justice ne devrait pas être d'accord. Je pense que vous ne devrez même pas être d'accord. Remercions le président Dadis, puisqu'aujourd'hui à l'étranger, on pense qu'en Guinée, on a de véritables palais de justice. Parce que c'est ce qu'on montre. Remercions. Remercions-le. C'est un client de mon cabinet qui a construit ce bâtiment. Je connais tous les détails. Remercions-le. Parce que s'il n'était pas là, on serait peut-être... je n'aurais pas cet espace-là pour me mouvoir comme je le fais. Naturellement, le parquet aurait toujours sa place, mais pas dans ces fauteuils-là. Il serait sur des bancs très durs. Engagement numéro 7. Des ONG appendicites qui se disent partie civile dans ce procès et qui sont juges. Quelle crédibilité on va leur donner?
quelle crédibilité on va donner à ce qu'elles ont produit? Quelle crédibilité on va donner à des gens qui ont monté le rapport de cette commission d'enquête internationale en quelques jours? Je vais vous parler même de l'heure, du nombre d'heures qu'ils ont fait ici, du nombre de personnes et de là où on les a accueillis. Et si c'est possible humainement, vous verrez qu'en tout, ils n'avaient que 5 minutes pour entendre les gens. Et là encore, ça veut dire qu'ils n'ont pas rencontré les autorités. Mais je reviendrai sur ce document-là. Et sur ce document, je perdrai peut-être 2 heures ou 3 heures. Parce que c'est le sésame du parquet. Parce que si le parquet et la partie civile veulent renoncer à ces infractions, c'est justement en considération de ce rapport d'enquête international qui est truffé de contre-vérités sur l'histoire de la Guinée, sur la sociologie de la Guinée, sur la géographie de la Guinée, sur la culture guinéenne. Parce que ceux qui l'ont fait ne connaissent pas la Guinée. Et on refuse que entre nous, on se fasse confiance. Parce que ce que les Guinéens ont fait, parce que ce sont des Guinéens qui sont avec nous, non, ça on ne reconnaît pas, ceci est injuste, c'est ce qui est fait par l'étranger qui est juste. Engagement numéro 7. Prendre des mesures nécessaires pour mener à leur terme les procédures judiciaires et l'organisation de procès sur les crimes les plus graves en Guinée, notamment ceux du massacre du 28 septembre, de novembre 2010, de janvier et février 2007, ainsi que de rechercher, poursuivre et juger, dans le respect des normes internationales, les auteurs présumés et autres violations graves des droits humains en accordant aucune immunité aux acteurs de ces crimes. Voilà des ONG appendicites des partis politiques qui choisissent leurs propres affaires qu'elles veulent faire juger. Et on commence par l'affaire du 28 septembre, simplement parce que le président Dadis a décidé de rentrer dans son pays. On doit l'inculper. Voilà. Et ce sont ces ONG-là qui se disent partie civile à cette procédure. Ce sont ces ONG-là qui donnent des éléments qui semblent être les sésames de ce que la poursuite possède. Nous n'accepterons pas cela. Nous n'accepterons pas cela. Et au prix de toutes nos forces, nous n'accepterons pas cela. En tout cas, en ce qui concerne le président Dadis, nous n'accepterons pas qu'il soit déshonoré. Nous n'accepterons pas qu'il soit humilié. Et nous sommes sûrs et convaincus qu'il ressortira plus grand de ce procès. Plus grand et encore plus grand. Engagement 8. Garantir l'indépendance de la justice, coopérer avec les autorités judiciaires et garantir un budget suffisant pour mener à bien des procédures équitables, impartiales et respectueuses des droits inaliénables des victimes et de la défense, ainsi que de promouvoir et garantir des enquêtes indépendantes et impartiales sur les violations des droits humains et du droit international pénal, notamment en coopérant avec la Cour pénale internationale. Il y a même une faute dès lors qu'on parle de coopération en matière de droit international. Ce n'est plus du droit international pénal, mais c'est du droit pénal international. Là encore, la différence est énorme et nous y reviendrons. Conformément aux engagements pris par la Guinée, s'agissant de la poursuite de tous les présumés responsables des crimes commis au stade du 28 septembre et au cours des jours suivants. Voyez-vous cette fixation, Monsieur le Président? Messieurs les assesseurs, voyez-vous cette fixation? Tout ça, parce que le président Dadis a décidé de rentrer dans son pays et de se mettre à la disposition de son pays, de se mettre à la disposition de la justice de son pays, après avoir écrit à toutes les autorités, tant judiciaires que politiques. Pourquoi
on va accorder du crédit, de la considération à de telles ONG appendicites qui n'ont pas droit de citer ici, qui ne doivent pas être dans cette procédure, qui sont là uniquement parce que certains ont voulu du véritable business et ils l'ont obtenu. D'autres ont eu de l'asile ailleurs. C'est dans les hôtels à Dakar qu'on les recevait. Pourquoi on veut que notre pays soit comme cela? Pourquoi on veut? Voyez-vous, même entre ces ONG-là, il y a des problèmes. Et il y aura des problèmes plus graves après. Parce que entre elles, il y a déjà des fausses victimes. Entre elles, il y a déjà de fausses parties civiles. Entre elles, ça ne va déjà pas. Cela doit vous interpeller, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs. Vous devrez être attentifs à cela. Vous êtes un juge pénal, vous êtes donc un juge actif, pas passif. Et un juge actif, c'est un juge qui va au-delà de ce qu'on lui présente, dès lors qu'il met tout le monde en condition de pouvoir discuter de ce qu'il peut avoir, au-delà de ce qu'on lui présente. Vous êtes un juge pénal, vous êtes des juges pénaux. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais cela. Engagement numéro 9. Appuyer le processus de consultation de la population sur les termes, les conditions et les personnes chargées de mener un réel processus de réconciliation nationale basé sur la vérité, la justice, la réparation des préjudices subis et les réformes institutionnelles permettant la non-répétition des crises et des violences des droits humains. Le président Dadis a choisi cette voie-là avant ces ONG. C'est depuis le premier jour qu'il avait déjà commencé à poser des actes. Même en étant forcé à l'exil, il était déjà sur le chemin de la vérité. Alors pourquoi mettre de telles galimatia sur un document et pour l'empêcher? Dans ce table de tennis, Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été des logorées. Beaucoup de choses ont été de la poudre de perlintintin. Beaucoup de choses ont été de galimatia. Et ça n'honore pas la justice de notre pays. Engagement numéro 10, c'est le dernier engagement. Sur la base des consultations nationales menées, mettre en place une commission de réconciliation nationale basée sur la vérité, la justice, la réparation des préjudices subis, et ainsi de suite. Des ONG qui demandent la mise en place d'une commission nationale et qui ne font pas confiance en une commission nationale créée entre les Guinéens. Et comment on doit les prendre au sérieux? Comment doit-on prendre ces ONG-là au sérieux? On va vous interrompre. Oui, Monsieur le Président. Veuillez rejoindre le box.